J'explique le projet. Il y en a plusieurs qui sont au courant du sujet. Depuis environ, ça fait quoi? Ça fait 3 ans, si je ne m'abuse. Il y a un problème d'audio. Bonjour les stars. Eh ben non, tu l'as. Ça fait 3 ans que Ça ChatGPT devient Zoom normal. est dans le domaine public. Et à l'époque, c'était, je crois, en novembre, il y a 3 ans, 2022. Si je ne m'abuse, les stars me diront le contraire, oui, non. C'est bien novembre Enfin, 2022 pour la version 2 de ChatGPT. voilà. Et alors, il y a des élèves, dont Jonathan Cohen, qui va s'asseoir là dans une minute, m'a dit Rav Zizek, vous avez vu ChatGPT? Je dis qu'est-ce que c'est ce truc-là? Euh, Et alors, je me suis rendu compte que c'était vraiment une, si on peut s'exprimer comme ça, une révolution très particulière. Et je me suis un petit peu renseigné sur qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, bien que parmi vous, il y en a qui, depuis le biberon, vous savez qu'est-ce que c'est, mais moi, je ne savais pas, n'est-ce pas? Hein, vous avez grandi avec l'intelligence artificielle, mais pas moi. Alors j'ai découvert ça et j'ai remarqué, il me semble que c'est un bouleversement de société qui a un impact dans tous les aspects de notre existence, ce qui m'a euh, encouragé à creuser la question de c'est quoi la spécificité de l'humain face à la machine, qui est une question en vérité multimillénaire. Alors, on a créé un programme là-dessus. Salut, je viens de te citer il y a une minute. Voilà. On a créé un programme il y a une minute, avec plusieurs. Et après débat, on va faire plusieurs axes de travaux là-dessus. Et le premier travail systématique que je propose, c'est d'étudier le 6e chapitre du Béragola du Maral de Prague, qui a travaillé cette question universelle de savoir comment s'articule la Torah avec les sciences que les humains ont mis sur place, en particulier les Grecs. Voilà. Comment ça s'articule? Et donc, c'est ce que nous allons commencer à faire. Donc, Jonathan, ici présent, bonjour. On va essayer que nos séances aussi soient en ligne et on va à la découverte. Moi, j'ai déjà étudié Baruch Hashem il y a une dizaine d'années, systématiquement le Béragola. Mais bon, je vais vous dire, depuis 10 ans, je n'ai pas pensé qu'à ça. Hein. Mais donc j'ai oublié en vérité. On va repartir à la découverte. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont habitués à étudier du Maral de Prague. Alors, le Maral de Prague, plusieurs choses. D'abord, comme son nom l'indique, il était à Prague. Maintenant, en vérité, il n'est pas né à Prague. Si je ne m'abuse, il est né à Posen, à Poznan, en Pologne, d'une famille qui vient de Worms, dans la vallée du Rhin. Donc, le Maharal est né à Poznan. Il a étudié, si je ne m'abuse, à Cracovie, chez Rabbi Shalom Charno, où j'ai lu dans un livre qu'il était la Chavruta de Rabbi Shlomo Louria, l'auteur du Yam Shel Shlomo. Voilà. Donc, et le Maharal donc est allé à Prague
Et d'après ce que j'ai appris, donc il est né, si je ne m'abuse, en 1520. Il y a des débats, quelle est sa date de naissance? Disons 1520 pour faire simple. Il est décédé presque 100 ans après. Il a vécu presque 100 ans. Et il était à la période de la Renaissance. La période de la Renaissance, moi je milite pour un militantisme qui ne sert strictement à rien, c'est d'avoir des bases d'histoire, que l'histoire est très importante, mais bon, ça n'intéresse personne. Mais bon, moi, ça m'intéresse en l'occurrence. L'histoire est très importante parce que nous, on vit des bouleversements technologiques, des bouleversements conceptuels. Or, ces bouleversements, l'humanité est de manière chronique bouleversée par des gros bouleversements. Maintenant, les bouleversements fondamentaux ne sont pas tous les jours, évidemment. Mais la Renaissance a été un bouleversement colossal. Ah non, quand est-ce qu'elle commence, la Renaissance? Je ne sais pas exactement. On va dire la Renaissance, elle commence avec l'invention de l'imprimerie en 1480, quelque chose comme ça, par Gutenberg. J'ai un ami qui m'a dit qu'il y a eu l'invention des verres de lunettes vers 1500. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a des lunettes. Mais quelqu'un, il n'a pas de lunettes, disons, j'irais à 45 ans, il ne peut plus lire. Donc la connaissance était limitée. Et l'invention des verres de lunettes a donné la possibilité d'apprendre plus. Évidemment, il y a la découverte de l'Amérique. Donc il y a des bouleversements incroyables. Alors, l'optique géométrique, c'est plutôt 17e, mais oui, c'est. Comment? Non, le développement de l'optique géométrique par Descartes, Snell, tout ça, c'est 17e. Mais oui, c'est la Renaissance. Bon, c'est la grande Renaissance. Bien. Merci Ariane pour le côté pro. Et aussi, il y a aussi, par exemple, on était à l'école quelques mois, on a appris Ambroise Paré. Ambroise Paré, qui était dans les guerres, après mon souvenir, de François Ier, et qui a commencé à faire de la chirurgie. La chirurgie, comment? Qu'est-ce qu'a Spinoza? Ah, oui, il faisait des lunettes. Alors, Ambroise Paré, donc, était, d'après mon souvenir de l'école, les quelques mois où j'étais à l'école, c'est le début de la chirurgie. Et après la chirurgie, le début, par exemple, des dissections des corps. Parce que jusque-là, le Moyen-Âge, c'était encore Aristote. Donc c'était très limité. La connaissance était très limitée. Dieu était superstar. Et pour des raisons que j'ignore, évidemment, la révolution copernicienne de dire que le monde n'est pas autour de la Terre, mais héliocentré, là, ça a été un bouleversement colossal, absolument colossal. Il a fallu, je dirais, 100 ans pour que, dans la connaissance, les gens acceptent ça, 100 ans, 150 ans, puisque Galilée était bien... Qu'est-ce qui se passe là? Galilée était bien après Copernic, et encore à l'époque de Galilée, il y avait des procès là-dessus, et les gens, ils y laissaient leur peau. Donc c'est un changement absolument colossal. Et le Maharal, lui,
c'est le grand maître talmudique à cette jointure. Et en Italie, à Bologne, il y a quelques juifs qui ont commencé à être acceptés dans les universités. En particulier Azaria de Rossi, un talmudiste italien qui est allé à l'université à Bologne et qui a écrit un livre, un grand livre, Meirat Enaim, où il a commencé à dire que la tradition juive, le côté juridique est tout à fait acceptable, mais les côtés agadiques, c'est-à-dire la Haggadah, en bon français, c'est les passages, excusez-moi l'expression, je vais être un petit peu érudit, homélétique, on dit, homélétique, si je m'amuse. Comment? Homilétique. Homélétique, c'est les passages allégoriques ou les passages qui ne sont pas strictement légaux, sont dépassés et sont moyenâgeux et obscurantistes. Et alors, il a écrit le Ber Agola comme réponse au Meirat Enaim de Rabbi Azaria de Rossi. Ce texte, on peut l'avoir, hein, je pense qu'il doit être sur Hebrew Books, on peut le trouver facilement, Meirat Enaim, et beaucoup de juifs de son époque, si vous voulez, il a fait un travail comme 300 ans avant, Maïmonide avait fait avec le Guide des Égarés, où il s'adressait aux juifs perplexes et un peu paumés qui ne comprenaient plus notre tradition. Alors, le Maharal était, comme évidemment, il était à Prague. Or, Prague, au XVIe siècle, était une plaque tournante de la connaissance. C'était, moi, j'ai coutume de dire que Prague, à l'époque, c'était Harvard. C'est-à-dire que c'était, ou le MIT de Princeton, c'était vraiment la plaque tournante de la connaissance entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Et il y avait beaucoup, je ne sais pas quantitativement, mais il y avait des Juifs qui ont fui l'Espagne avec l'expulsion d'Espagne, qui sont arrivés là-bas. Entre parenthèses, je ne sais pas si notre quorum là est Ashkenaz ou Séfarade, ou les deux, ou les trois, mais il y a beaucoup dans le monde ashkenaz de personnes qui ont des racines en Espagne. On des racines en Espagne. Et à Prague, une personne avec qui j'ai beaucoup appris, que j'ai beaucoup apprécié énormément, c'est monsieur André Frankel, Alav Shalom, qui était à Strasbourg, m'a dit, au nom de Manitou, que à Prague, il y avait des kabbalistes qui avaient fui l'Espagne et avec lesquels le Maharal avait appris. Alors, ce n'est pas l'école kabbaliste de Rabbi Yitzhak Luria, qui est contemporain, mais c'est l'école kabbaliste d'Espagne, en particulier, au gré de mes lectures multiples et diverses, j'ai vu que le livre de base du Maharal, par lequel il a forgé ses concepts, c'est le Neve Shalom de Rabbi Avram Shalom, qui était un kabbaliste espagnol. Ce livre aussi se trouve, il se trouve sur Hebrew Books, le Neve Shalom de Rabbi Avram Shalom. Entre parenthèses, il est dans une typographie imbuvable, et j'attends qu'il y ait des gens parmi vous, peut-être, qui auraient envie de reprendre les manuscrits du Neve Shalom et de refaire une nouvelle édition. Ça te dit, Nathan, comme projet? Qu'est-ce que t'en penses? Hein, Jérémy Samuel, il va financer le projet. Avec Yohann Attal, vous allez vous associer. Une nouvelle édition du Neve Shalom. C'est étonnant
que l'édition qu'on a, elle a 450 ans et avec une typographie imbuvable. J'ai essayé j'ai imprimé sur la base d'Hebrew Books plusieurs fois, j'ai rien compris, j'ai pas réussi. Donc une nouvelle édition du Neve Shalom serait vraiment très pertinent. Alors c'est très intéressant parce que nous on ne sait pas qu'est-ce que c'était le judaïsme espagnol au XVe siècle. Le judaïsme espagnol était un judaïsme très, comment dire, intégré dans la société. Non, je parle dans l'Andalousie était musulmane, mais le nord, la Catalogne, la Catalogne et, comment dire, la Castille était chrétienne, toujours chrétienne. Et ce monde-là, mais c'est vrai que sous l'influence des musulmans, ils connaissaient, le gros de la communauté, complètement la philosophie aristotélicienne. C'est aujourd'hui, par exemple, tu as les écoles juives. Tu vas à l'école juive, tu fais de la physique, tu fais des maths, l'économie, etc. Tu ne vois pas vraiment le problème, c'est normal. Voilà, on apprend les maths, on apprend la physique, on est à l'école juive. Ok, bon. On fait des matières juives aussi. Et ben à l'époque, les écoles en Espagne, ils apprenaient Aristote. Même s'ils étaient très très religieux. Ils étaient talmudistes, mais ils connaissaient Aristote sur le bout des doigts. Donc même les kabbalistes espagnols, même s'ils sont presque anti-philosophiques, mais ils connaissaient Aristote sur le bout des doigts. Et par exemple, le grand maître des dernières générations en Espagne, Rabbi Meir Ibn Gabbai, qui a écrit plusieurs livres, dont le Avodat HaKodesh. Dans Avodat HaKodesh, il y a un langage philosophique qui va être repris, par exemple, une génération après, donc contemporain du Maharal, à Tzfat, Rabbi Moshe Cordovero, il a un langage philosophique, même si c'est un kabbaliste 100%, tu vois. Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Il a écrit, Rabbi Moshe Cordovero a écrit un commentaire complet sur le Zohar, en 12 volumes que j'ai chez moi. Et il a écrit aussi, son livre principal, c'est le Pardes Rimonim et le Tomer de Vora. Tomer de Vora. Voilà. Ok. Bon, alors maintenant, on va à ces introductions un peu universitaires, enfin, là étant dites, on va essayer de commencer. Alors, maintenant, on va faire le texte du Maharal. Alors, le Maharal, oui. Juste pour avant de commencer, le Sefer Meor Enaim, c'est un livre qu'il faudrait lire ou pas spécialement? Qui c'est qui me demande ça? Je vois pas. C'est moi, c'est Eli. Qui? Eli? Ouais. Si t'as que ça à faire, oui. Il y a plein de livres à lire. Comment? Il y a plein de livres à lire dans tous les cas, mais moi, je te conseille déjà de faire l'œuvre du Maharal entière. Après, si tu as le temps, tu fais le Meor Enaim, puisque c'est pas un livre qui est passé dans la tradition. Hein. Il existe, on l'a. Moi, je l'ai pas ici dans la bibliothèque de l'Eshiva. C'est un livre qu'on a, mais sans plus, quoi. Voilà. Okay. Alors, maintenant, le Maharal. Alors, le Maharal, nous, ici, à l'Eshiva des étudiants, on étudie beaucoup du Maharal de Prague. Mais je déconseille d'étudier du Maharal. Seul. Comment? Seul. De manière générale, je déconseille vraiment fortement d'étudier du Maharal parce que c'est très difficile et en général, on ne comprend pas ce qu'il dit. La traduction est facile. C'est facile à traduire du Maharal, mais à comprendre ce qu'il dit, c'est difficile. Donc,
Par contre, la méthode que je propose, c'est de faire un travail collectif, un travail ensemble. On va faire le texte et on va poser les questions. On va dire, voilà, on ne comprend pas, comment toi tu comprends, comment tu ne comprends pas, etc. Et ensemble, on va essayer de s'en sortir. Ce étant, on commence, donc 6e. Je vous ai envoyé la photocopie. Voilà. Alors, donc en un mot, le travail du Maharal est de rapporter les textes qui apparemment paraissent absurdes du Talmud et montrer en quoi il y a une science extrêmement précise et que ces textes qui paraissent absolument invraisemblables, c'est une manière spécifique d'exprimer une science profonde et supérieure, et que si tu abordes ces textes sans les clés et sans la tradition orale qui accompagne ces passages, je comprends que tu penses que c'est absurde et que c'est complètement décalé par rapport aux lumières occidentales, évidemment, de la logique, de la rationalité et du bon sens, évidemment. Alors, on y va. Aber Hashishi, 6e puits. Alors, au départ, il fait un peu un côté un petit peu poétique. Aber Hashishi, Mayim Adirim, Olim Alam Ala Vegovrim, Chassim Givot Geva Arim, Vayal Nachal Pochetz Veyotse Lechol Avarim, Si Adir Vanyot Sochachim, Chochav Gevula Venovrim, Metsulotav Lo Yagiuza. Bon, c'est un poème, je vous en fais cadeau. Atuna Ashishit. La 6e plainte contre notre tradition. Atuluna Ashishit, la 6e plainte, Beomram, qui ananela mehem chochma enoshit, em achochmot, asher le fils sechel anoshi. Alors, Beomram, donc il y en a qui disent que était inconnu des sages du Talmud la science des hommes, qui sont les sciences, les connaissances qui viennent de l'intellect humain. C'est-à-dire que beaucoup de gens, à son époque, disaient, on voit qu'ils ignorent la science humaine, enfin pas la science humaine dans le sens sociologique, les sciences, les chokhmot des gens. Voilà. Réponse. Vélo shana le'amem, rak dibru bahem betarlit hazarut. Juste des paroles. Et même si tu dis qu'ils n'ignoraient pas les sciences des hommes, mais ils en ont parlé de manière absolument comme s'ils n'ont rien compris, tu vois. De Betarlit Hazarut dans une incompréhension crasse. Et Davarze, Imayakar, si effectivement c'était comme ça, ce que vous dites, Ayam Oreze, Al-Hisaron Ayedia, Vachaka Minamet. Si c'était comme ça, effectivement, ce serait un manque dans la connaissance, un éloignement de la vérité. Si effectivement, ce que toi, tu contestes à notre tradition, si c'était vrai, c'est vrai, ce serait une catastrophe. Les sages, est-ce que la Torah n'est pas de format, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, il y a deux choses. Premièrement, on dirait qu'ils ne connaissent pas les sciences générales. Et deuxièmement, si tu me dis qu'ils les connaissent, on dirait qu'ils les ont apprises de travers. C'était vraiment des cancres. Ah, ok, bon. Okay. Voilà. On dirait que c'est des cancres. Voilà. Alors, il dit, effectivement, si ce que toi, tu contestes, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais Davarze est ferme à Shezuru à l'Av Chachamim. Mais en vérité, nos maîtres nous ont enjoint le contraire de ça. Veita beperek ravit Shabbat kuf mem e.
Alors, mais nos maîtres nous ont enjoint le contraire. Nous ont enjoint au contraire de connaître les choses de manière précise dans le chapitre Perek Ravid dans Maseret Shabbat Kuf Mem. Alors, ce que nous allons faire, les amis, c'est que chaque fois que le Maharal rapporte une Gemara, on va voir la Gemara. Parce que quand j'ai commencé à étudier, j'ai commencé assez rapidement à étudier du Maharal. Ça faisait environ 1 an que j'étudiais à l'Eshiva, à 19 ans. J'ai commencé à étudier systématiquement du Maharal. Or, le Maharal est effectivement très difficile, mais si on ne comprend pas ce qu'il dit, on gagnera au moins d'avoir fait la connaissance des Gemarot qu'il cite. Donc, on rapporte Gemarot Shabbat qui nous amène, cher ami, avec 3 pailles. La Seret Shabbat. Donc, Kouf Mem et Amoud Bet. Amoud Bet, merde. Là, c'est bien chaud. Alors. Vous avez la Gemara Kouf Mem et Amoud Bet? Dans le chat. Merci, Marc. Merci, Marc. Tu l'as retrouvé? C'est dur. Je suis allé chercher. Même c'est 145. C'est bon? Donc, schön. Bon, mais c'est une ligne en vérité. Regarde, suis avec Jonathan. C'est ouais. Coupe même et un bout de bête. Tu as, toi? Oh là là, très star. Pardon, quelle date? Café? Coupe même et un bout de bête. Ah, Kouf Mem. Alors, l'Agmara au milieu de la page dit, c'est un verset dans les Proverbes de Salomon, chapitre 7. Emor la chokhma achoti at. Dis à la connaissance, tu es ma sœur. Bon, alors ça c'est bien sibyllin. Hein. Dis à la science, tu es ma sœur. Im baruch lecha adavar, ki achotecha she'asura lecha, omreu, vim lav lo tamreu. Si, au sujet de la science, la chose t'est claire, comme ta sœur qui t'est interdite, dis-le, sinon ne le dis pas. Bon, alors là, Rabotaille, pas besoin d'être lacanien pour voir qu'il y a un problème. Là, il y a le verset dit. Quel est ton rapport à la connaissance? C'est comme ta sœur. Qu'est-ce qu'elle a, ma sœur? Qu'est-ce qu'elle a, ma sœur? Tu peux la connaître de près, mais pas trop près, parce que sinon c'est de l'inceste. C'est quoi ce délire? C'est délire. Je n'avais pas du tout compris que je te vois comme ça. Dire à la science, c'est ta sœur. Qu'est-ce que ça a à voir la science avec la sœur? Et ta sœur alors? Non, il y a. Alors là, il faut travailler ensemble. Johan, travaille là, un petit peu avec nous là. Sont difficiles. Je Comment? dirais que c'est un peu proche du. Mais toi, entre guillemets, toi, t'as pas de sœur. Non, j'ai pas ce Ah. plaisir. T'as pas de sœur. C'est une sœur, non? La protéger, Le mot achot, la sœur, il y a le mot echad en vérité. Hein.
achat, achat, ça veut dire au féminin, c'est une. Il y a une unité. Il y a une unité entre un frère et une sœur. Il y a une proximité. Mais comme dit Nathan qu'il y a ici, c'est une proximité, mais qui se doit d'être platonique. Hein. Il n'y a pas une dimension du couple parfait. Rav Lemel, une fois, il rapportait dans un de ses cours, j'avais entendu, ce sujet-là. Que quoi? C'est-à-dire, quand, quand il est rentré en Égypte et qu'il rapportait que sa femme, c'est sa sœur. Ah oui. Alors? Et alors, il disait que il y a une sorte de dimension particulière dans ce couple associé à la sœur, qui est la tension vers laquelle on peut aller dans une relation constructive la plus forte. C'était remonté à très longtemps, je me rappelle plus exactement les détails. Oui, mais paradoxalement, la sœur, c'est l'une des femmes que tu ne peux pas connaître. Une des femmes qui t'est interdite, donc que tu ne peux pas connaître. Ce qui veut dire qu'il y a dans la science, si la science c'est la sœur, il y a dans la science une part d'inconnaissable. Alors les sages, ils disent que Quitte à prendre un air pénétré. les sages, ils disent que le meilleur mariage, c'est d'épouser la fille de sa sœur. Que la sœur, elle est interdite, mais la fille de sa sœur, c'est permis. Sa nièce, c'est permis. Donc là, il y a deux jeunes hommes, là. Ouais. Donc, et ta sœur, elle n'a pas de fille? Non, elle est trop jeune encore. Alors, Ouais, on a déjà perdu 2 participants là, en 10 minutes. c'est ça, parce que, tu vois, parce que dans tout mariage, il y a un choc culturel. Tandis que ta sœur, c'est très bien, elle a eu la même éducation, la même sensibilité, elle fait le même couscous que sa maman, c'est presque comme la maman, mais c'est ta sœur, c'est bien. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher de cuisiner mieux que sa belle-mère cuisine, que sa mère cuisine mieux que la nôtre. Ah, voilà, tu vois. Donc c'est bien la sœur. Alors justement, c'est parce que c'est très très bien que c'est interdit. Très bien, c'est pour ça que la Torah elle interdit. Maintenant, donc il faut se coltiner avec des personnes qu'on ne comprend pas et qui ne nous comprennent pas. Alors maintenant, ce étant, qu'est-ce que savoir avec la connaissance? Qu'est-ce qu'on entend? Pourquoi le roi Salomon, quand il parle de la connaissance, il dit la connaissance, c'est ta sœur. Dit, tu es ma sœur. Donc il y a une proximité et une distance. Une proximité et une distance nécessaire. Donc et ça, le Talmud dit, c'est quelque chose qui doit être clair. C'est quelque chose de clair. Donc la science doit être claire. Comme ta sœur est interdite, donc toi, quand tu t'exprimes au niveau de la science, il faut que ça soit clair. Quelque chose de clair. On va voir le Maharal va analyser. Prenons maintenant le Maharal. On reprend le texte. Donc, Davarzer et ferme Shiziru Alav Chachamim. C'est le contraire de ce que nos maîtres nous ont enjoint. Comme on voit, est mort la Chorma Chotiat. Dis à la science, tu es ma sœur. Imbarour lecha davar kachotra she'asura. Si la chose, le sujet, t'est clair comme ta sœur que c'est interdit, dis-le. Vimlav al tomriu. Sinon, ne dis pas. Arrêt, c'est-à-dire, shemiziru shelo yomar chacham dvarim shemiti bruchim. C'est-à-dire que nos maîtres ont enjoint le sage, le savant, de ne pas dire des choses qui ne sont pas claires. Il doit dire des choses claires. Mais kol sheken, shelo lomar dvarim zarim rechokim, av lenaim nire kadavar uza. Donc ça veut dire quand nos maîtres parlent, c'est sûr qu'ils disent des choses
précise, raisonne plus, qui ne doit pas dire des choses absurdes et qui contredisent la rationalité. À Pérouche. Alors, l'explication. Et mort la chorma achotia. Dis à la science, tu es ma sœur. La shon achot, mais la shon ichouille. Qu'est-ce que ça veut dire achot? Ichouille, c'est-à-dire c'est cousu. Cousu, c'est deux pièces cousues, c'est achouille. Vamarakatouv, le verset dit, Shetia chorma mechuberet elav legamre, la science doit être cousue avec toi complètement. Tu dois faire partie intégrante de la science. Rotzelomar, Barour bevadai, Vazadavar raour besirlo bedato bechibur agabur. C'est-à-dire que tu dois avoir dans ton intellect, dans ta pensée, être en phase complète avec la science. Avadvarim shem supakim, mais des choses qui sont pas claires, en doute. Kol sheken shem chochokim, des choses que tu domines pas. Davarze en lo chiburimo, c'est-à-dire que tu n'as pas d'unité avec. La sœur, c'est l'unité. Zéou est mort la chorma achotia. Dis à la science, tu es ma sœur. Shenecha chibur yoter kemo achotra. Tu n'as pas une unité plus grande que ta sœur. Bon, là, évidemment, ça nécessite méditation. Hein. Hein? Alors, compris. Comment? Qui a dit ça, là? C'est moi, c'est moi. C'est qui, moi? Élie. Élie. J'ai compris de manière superficielle, quoi, mais. Faut pas parler de ce qu'on comprend pas. Non. Ouais, c'est c'est la surface, mais c'est un peu le chat. C'est-à-dire, dis à la science, tu es ma sœur. C'est-à-dire que la sœur, il y a une disons, bon, je ne sais pas, chaque famille a ses plans, hein, et, chaque famille a ses délires, a ses problèmes. Mais, je sais pas, moi j'ai une sœur, bon, ça fait longtemps qu'elle est décédée, ça fait 30 ans qu'elle est décédée, 31 ans. Mais néanmoins, une sœur, il y a mon souvenir, il y a une complicité. Il y a une certaine complicité, une proximité, c'est un reflet. Ça veut dire, c'est toi. Bon, il y a plusieurs dames qui sont avec nous. Alors, je parle en tant qu'homme. Hein. Je parle en tant qu'homme. Donc, c'est sûr que c'est une étude genrée. Maintenant, en tant qu'homme, il y a une proximité, une complicité avec la sœur, une proximité qui est qu'on ne trouve pas avec d'autres personnes, qu'on ne peut pas trouver avec d'autres personnes. Je crois qu'il personnifie la sagesse. Il dit qu'elle se réjouissait devant un jour, il y a une dimension que la sagesse précède le monde chez Shlomo. Oui, absolument, il le dit. Et, voilà. Et donc, on peut dire que dans Achoti At, alors si tu arrives à ce niveau de Chokhmah, c'est. Si tu arrives à ce niveau de. On arrive à ce niveau de frère ou sœur de la sagesse, Achotia, alors on se retrouve avant le monde 13. Je sais pas comment. Oui, oui, je comprends très bien. Nathan qui parle? Nathan qui a, oui, c'est très bien. D'accord. Vous avez entendu ce que dit Nathan? Je Oui, reprends. c'était pour savoir pourquoi il assimile la science et la sagesse. Bon, on parle de la science ici, hein. Chokhmah, on peut dire la science. Maintenant, je reprends ce que tu dis, Nathan, c'est tout à fait intéressant, que dans le même livre, les Proverbes de Salomon, il dit que la Torah, donc ça, la Torah, la science, était déjà avant la création du monde.
Donc il y a quelque chose de fondamental avant l'élaboration des choses, avant le côté discursif, il y a un côté euh, du noyau, du nodal dans la connaissance, que tu dois percevoir la science comme quelque chose qui te concerne dans ta vie, comme qui est proche de toi, pas quelque chose de lointain, pas une pièce rapportée, mais au contraire, quelque chose qui était avant même ta création à toi, qui est premier, quelque chose qui est premier. Et si la science n'est pas de cet ordre-là, c'est pas de la science. Donc, ça veut dire un savant, c'est quelque chose dont on parle souvent. Hein. Un savant, dans n'importe quel domaine, il est appelé chacham dans la mesure où il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Ça veut dire de la même manière que sa sœur, il sait quelle poupée sa sœur jouait. Est-ce que c'était avec une poupée Barbie ou pas une poupée Barbie? Est-ce que les enseignements, c'est pas Excuse-moi. Un Chacham Goy. Oui, oui. Baruch Shenatan Mechokmato le Basar Vadam. Alors, donc, il y a la Chokhma, elle est quand quelqu'un il sait de quoi il parle. C'est quelque chose qui fait partie de ses tripes. C'est pas simplement un savoir. C'est pas quelqu'un qui, avant de passer son examen, il a pris les annales rapidos. Voilà. Non, c'est quelque chose tellement assimilé. Je reprends ce que tu dis, que quelque part, c'est même avant même sa création, avant même son être. C'est une dimension absolument première de son noyau. Ça fait partie de son noyau. Ça c'est la connaissance. C'est ce qu'il dit le Maharal. C'est quoi Je Dvarim reprends la Shem phrase. Mesisakim, je sais pas quoi. Zéou. C'est ça ce que dit le verset. Et mort la chokhma rotiat. Dit à la science, tu es ma sœur. Shelecha chibur yoter kemo achotra. Regardez la phrase extraordinaire. Il n'y a pas de lien plus fort que sa sœur. Il y a une autre conséquence à ce que dit Nathan, si je peux me permettre. Comment? Il y a une autre conséquence à ce que dit Nathan, c'est que ce qu'il y a à découvrir dans la science, c'est quelque chose qui existe et pas de l'inexistant. Le chercheur ne Ça découvre pas de correspond. l'inexistant, Voilà. il Excuse-moi. découvre de l'existant. Une des conséquences de ce que dit Nathan, c'est que le chercheur ne découvre pas de l'inexistant, il découvre de l'existant, voire du préexistant. C'est ça. Pas forcément, pas forcément. Un mathématicien qui fait des maths fondamentales, il va imaginer des mondes qui n'existent pas. Question de savoir s'ils sont vrais ou faux, peut-être, mais c'est pas la même est-ce que chose. c'est de la science? Bien sûr que c'est de la science, évidemment. Mais pas d'après ce que dit Alors, Maïmonide, il dit les mathématiques ne sont pas de la science. Les mathématiques, c'est un langage. En grand maths, on ne dit pas des chiffres là que. Parce que peut-être qu'il était peut-être pas fort en maths, mais. Comment? Peut-être qu'il était peut-être pas doué en maths, mais. Attends, on reprend ça parce que c'est très important. Non, c'est extrêmement important. Et je pense qu'on touche là un des points importants de notre sujet. Je reprends. Quelque part, Maïmonide, dans le 5e chapitre du traité des 8 chapitres, il a la haine des maths. Alors, je sais qu'il y a plusieurs matheux et matheuses parmi vous. Vous n'allez pas aimer, bon, on peut ne pas aimer. Hein. Maintenant, il a la haine des maths, il dit ça n'apporte rien. Sauf, il dit, néanmoins, ça apporte une rigueur de pensée. Qu'on ne dit pas n'importe quoi et qu'on doit prouver ce qu'on dit. Il dit par rapport à ça, ça c'est très très bien, mais à part ça, ça n'apporte rien. Alors, effectivement, je ne sais pas, moi je n'ai jamais fait des maths, je n'ai jamais rien compris. Et effectivement, dans 2 jours, je vais rencontrer Cédric Villani. Et je crois qu'on n'aura rien à se dire. Alors
Mais alors, je ne sais pas. Donc, Élie et compagnie, expliquez-moi. Qu'est-ce que les maths, effectivement, tu fais des systèmes et des trucs comme ça, mais par rapport à notre débat, ça ne te renvoie pas, ou peut-être que oui, je n'en ai pas l'expérience, alors expliquez-moi, à quelque chose de fondamental de ton être. Et ce que dit Nathan Kia, je trouve tout à fait juste, pas seulement de ton être, mais même de ce qui était avant même ton être. Ça renvoie, c'est comme des sciences très fondamentales qui renvoient à des structures basiques de la création, quoi. Donc, en ce sens, Répète, Elie, il y a eu un bloom. pardon. Répète. Non, je disais, les maths, comme aussi d'autres sciences fondamentales, ça renvoie, ça donne une structure, ça met en équation des structures de la création, structures du fonctionnement du monde, de manière. Oui, M'entendez? effectivement, par exemple, notre tradition est investie beaucoup dans les calculs astronomiques. Les calculs astronomiques, qui sont des calculs mathématiques, sont fondamentaux dans la Torah. Par exemple. Donc, ça c'est, moi je suis ignare dans le sujet, mais il y a une phrase célèbre de Einstein qui disait ce qui est incroyable dans le chaos du monde, c'est qu'on peut en tirer des lois. Ça C'est qu'il y tombe a des souvent lois qu'on juste. peut tirer dans le chaos du monde. Mais je ne crois pas que les mathématiques fondamentales sont de l'ordre de la physique. Il y a une différence fondamentale entre les mathématiques et la physique. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que. On a dit qu'est-ce qu'était une science ou non. J'ai pas dit que la mathématique et la physique étaient similaires ou étaient de la même nature scientifique. C'est pas ce que je dis. Ouais, mais alors, est-ce que tu peux développer? Mais justement, Cédric Villani, c'est intéressant parce que lui, généralement, toutes ses recherches de maths fondamentales ont toujours fini par rejoindre des problèmes de physique, problèmes sur les gaz, les plasmas, la forme réelle. Et donc, il y a quand même un lien entre les deux. C'est la physique s'exprime aujourd'hui en langage mathématique. Je suis pas d'accord. Oui, on pourrait même dire que les mathématiques sont le langage de la physique, voire le langage dans lequel est écrit le monde. Ça veut dire le monde de la nature. Oui, Jessica, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ouais. Moi, je suis mathématicienne de formation, donc ça donne mon biais. Mais la plupart des philosophes des sciences, ils disent tous que les maths, c'est pas de la science. Parce que pour faire une science, il faut être capable d'avoir une hypothèse et après de la vérifier. Et ça, on peut pas le faire avec les maths. D'accord. Alors, excusez-moi, moi je suis ignare, j'ai pas fait d'études, je suis un bon sauvage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, enfin c'est un peu idiot, hein, ça sert à quoi les maths? Non, c'est quoi les maths? C'est quoi le sujet des maths? Excusez-moi, c'est un peu bête hein, ce que je dis, mais je vous le demande quand même. Euh, Si c'est pas des maths appliquées, je veux dire. Par exemple, un Grégory Perelman, il passe son temps à quoi? Michel Shlomo. C'est pas nous, c'est lui. En fait, il y a plusieurs façons, je pense, de traiter le sujet. Euh, il y a un sujet de la position des maths par rapport à la science telle qu'elle existe depuis toujours, plutôt une science expérimentale qui passe par je pose une hypothèse et je dois la démontrer. Et si l'expérience me démontre le contraire, alors je refais d'autres hypothèses et je vais affiner jusqu'à arriver vers une vérité expérimentale qui sera peut-être remise en question, qui va peut-être être revue en fonction d'autres contextes, etc. Euh, dans les mathématiques pures, euh, c'est pas vraiment le sujet. Or, c'est même pas du tout le sujet. Et là, certains vont dire, bah, c'est plutôt un langage, d'autres vont dire, c'est une façon d'exprimer tout un tas d'idées de recherche d'une vérité, parce que c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Dans le monde de la science et de la physique, ce ne sont pas les mêmes notions qu'on cherche à expliquer. On n'est pas dans un monde binaire, c'est un monde gris, au contraire, en physique.
le sujet, mais si on prend un point de vue cognitif, par exemple, j'ai pas regardé depuis longtemps, mais si on regarde ce qu'ils font à Neurospin chez Stanislas Dehaene, il me semble qu'ils avaient fait des études qui montrent, il y a une question de base, c'est, on sait que dans le cerveau, certaines régions sont vraiment encodent le langage. Euh, Ça a été mis en évidence par Broca et ensuite par d'autres, mis en évidence dans des cas pathologiques ou de sujets sains pour comprendre le fonctionnement. Et une des questions que lui avait regardé, c'est de savoir si les mathématiques engagent ces régions du langage dans le cerveau. Encore une fois, il faudrait revérifier, faire un peu de bibliographie sur ça, parce que j'ai plus en tête les travaux, mais il me semble que pour certaines notions mathématiques, par exemple, c'est préexistant à la notion de langage. Des petits bébés très jeunes, en fait, sont capables d'avoir cette notion de comptage mathématique avant même de parler et d'avoir ces notions d'encodage du Je langage. comprends. Mais Voilà. Mais si je réfléchis, en vous écoutant maintenant, je me rends compte que on n'est pas obligé de s'engouffrer trop là-dedans. Que ce que le Maral veut expliquer ce passage de l'Agmara en disant que la science, quelle qu'elle soit, doit être le Raham, le savant, doit dire à la science, tu es ma sœur. Ça veut dire la sœur, il y a une complicité. Le Raham commence à être Raham quand il a une sensibilité à ce dont il parle, il a intégré ce dont il parle tellement que ça devient quelque chose de primaire en lui-même et presque émotionnel plutôt qu'intellectuel, purement intellectuel, comme sa sœur, il y a une complicité. Bon, ça peut être aussi dans ces domaines-là. Continuons. Le cas, alors il dit, Karoto imo, kemo basarecha legamre. Sa sœur est comme, avec lui, comme une seule chair. Avala ava ben ou abat, bema shedu avezu tolada, yeslem evdel venam shavim. Regardez ici, c'est vraiment, moi j'adore. Je vais vous expliquer pourquoi j'adore ça. D'abord, qu'est-ce qu'il dit? Sa sœur est avec lui comme sa propre chair. Le père est le fils ou la fille, en cela que lui, c'est le père et l'autre, son engendrement. Il y a une différence, ils ne sont pas égaux. Avala ar ve'achot em shavim. Le frère et la sœur sont à égalité. Le car, la shon ach, ve'achot melashon ichouy. C'est pour ça que le frère et la sœur du langage de tissu, de tisser ensemble. Regardez, c'est extraordinaire. Moi, ce que je vais vous dire, ça, c'est vraiment, là, c'est presque, c'est ça, c'est pas la Kabbalah, c'est pas la Kabbalah, c'est pas la Kabbalah, mais c'est comme de la Kabbalah. En quoi? En quoi? C'est que des choses qui paraissent complètement théoriques, finalement, nous interrogent sur des choses intimes. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, là, tu parles de la science, et tout d'un coup, tu vas réfléchir à qu'est-ce que c'est ta sœur. C'est fou, non? Je sais pas, c'est du délire. mais là, je pense pas qu'il faille partir dans une explication, entre guillemets, sur la proximité génétique ou quoi. J'ai l'impression que l'important, là, dans l'histoire, c'est l'engendrement. C'est-à-dire de dire, ça rejoint peut-être ce que disait Nathan tout à l'heure, que l'homme et les lois de fonctionnement du monde ont été engendrés par le même principe, par le Créateur. Donc, ils sont frères et sœurs en ce sens. Je- Le frère et la les sœur, ils lois, sont pas pareils. Ariane, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, peut-être une façon simple de comprendre cette chose-là, c'est de dire on parle d'engendrement. Pardon, on parle d'engendrement. Et donc, on pourrait dire, de la même façon que le frère et la sœur sont engendrés par les mêmes parents, l'homme et les lois du monde, les lois qui régissent le fonctionnement du monde, sont engendrés par le même créateur. On est les enfants du même créateur. On a été créés en même temps. Oui, il y a une égalité. Il y a une égalité. Oui, oui. Euh, j'ai Je l'impression comprends. que, enfin,
Par exemple, pour l'héritage, je sais pas si c'est un hors-sujet, mais pour l'héritage, les enfants, ils sont pas shavim aux yeux du père. L'un par rapport à l'autre, dans les yeux de l'un par rapport à l'autre, ils sont la même chair. Mais par rapport à leur père, ils ont pas le même statut. Ils ont pas le même rôle dans l'héritage, par exemple. Je Oui, sais pas si oui. c'est un Mais lien. en tout cas, si vous voulez, ici, il y a quelque chose de très fin, c'est que pour dire la proximité du savant avec la science, bon, je reprends ce que dit Ariane, c'est qu'en vérité, ils ont la même origine et ils sont à égalité. Il y a une proximité par leur origine qui vont faire qu'ils sont du même tissu, plus quelque part que le père et le fils. C'est incroyable parce que tu pourrais dire un père et un fils, il y a une proximité, tu te reconnais dans ton fils, tu as une projection dans ton fils, etc. Mais il n'y a pas une égalité. Et il n'y a pas cette proximité. Il y a une différence qui ne se trouve pas entre le frère et la sœur. Donc, pour définir la définition de la science, le verset dit c'est la sœur. Le car, imbarouk lecha dava, c'est pour ça que tu es clair. Et karov lecha karotra, proche de toi comme ta sœur, qui est interdite, dis cette chorma, tu peux l'exprimer, sinon tais-toi. Si tu ne sais pas de quoi tu parles, tu n'as pas cette intimité, alors tu te tais. Arrêt, kemiziru, shelo yomar dvarim shelam brurim. Donc nos maîtres nous interdisent de dire des choses que tu n'as pas intégrées. Kol sheken, dvarim zarim rechokim edat adam. Raison de plus que toi, pas dire des choses absurdes, éloignées de toute rationalité. Par Rochbot, Shamru Alehem, Shedibru Bahem Zarut. Alors, les sciences sur lesquelles les contestataires disent que nos maîtres de la tradition ont dit des choses absurdes, c'est la science de la nature. Les Rochma Limoudit, la science discursive. Le Karnit Baer Lecha. C'est pour ça qu'école chez Iviyum les Daber, les Davarze, l'Archov, Archamukar, qu'est-ce qui a amené nos contemporains à dire que les sages du Talmud disaient des choses absurdes? C'est que ils ont trouvé que les sages du Talmud ont donné des causes aux choses de la nature. Or, ils ont pensé que les causes données aux éléments de la nature, aux phénomènes de la nature que les sages du Talmud ont donnés, ne correspondaient pas du tout aux causes naturelles. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est très loin de la connaissance scientifique. Aval en aimet kar klal. Mais la chose n'est pas ainsi du tout. Alors regardez, on va s'arrêter là-dessus parce que, en toute simplicité, je dois aller à un enterrement. Si vous voulez m'accompagner, c'est bon. Il a dit bon. Voilà. Pour ceux qui connaissent, je vais à la levée de corps de la grand-mère de Tali Guinard. Voilà. Ok. Alors, suite demain. C'est bon, les amis? Ok. Pardon, c'est la, ah oui, la grand-mère de tout. Oui, oui. Ok. Alors, comment on arrête ça? Je n'arrive pas à l'arrêter. Regarde, j'arrive pas à l'arrêter. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Oui, c'est là, C'est le cours qui ne veut pas être. c'est là où on n'arrive pas à l'arrêter.
Comment il s'appelle le livre du Maharal? L'illustration? C'est pas un livre du Maharal, c'est un livre de Rabbi Avram Shalom qui s'appelle Neve Shalom.